Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver sur Le Média pour Le Récap, votre nouveau rendez-vous quotidien. Du lundi au jeudi, on passe en vue l'actualité, sans filtre et sans langue de bois. Le Récap, c'est l'une des 4 nouvelles quotidiennes qui arrivent sur notre antenne et que j'ai le plaisir de vous présenter. N'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7, pour être sûr de ne rien louper. Le Récap, épisode 3, on y va. À l'heure où nous tournons ce récap, Emmanuel Macron ne nous a pas encore gratifié de son allocution de 20 heures. Mais on peut assez facilement se risquer à un petit exercice de divination. Il y a fort à parier qu'il va encore nous expliquer la vie. Je reprends ces mots dans ce moment de grande incertitude où le monde est confronté à ses plus grands défis. Il sera question de la défense nationale dans le contexte ukrainien. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et Macron, la guerre, il adore. Alors que l'économie est au plus mal, avec le recul net de la production industrielle et une explosion des faillites d'entreprises, l'expression « économie de guerre » est sur toutes les lèvres. Une situation exceptionnelle qui peut permettre de prendre des mesures exceptionnelles, anti-patrons et anti-travailleurs. Égard à celles et ceux qui contesteront l'effort de guerre, ils prendront le risque d'être caricaturés en alliés de Trump ou de Poutine. La force de la pensée unique dans cette Macronie est terrifiante. Et si Macron aime autant la guerre, c'est aussi parce qu'elle permet de restreindre au maximum les libertés publiques. On se souvient de la fameuse guerre contre le Covid. Puisqu'on en est à parler de restrictions spectaculaires des libertés publiques, l'actualité nous en offre une assez historique. Et Bruno Retailleau est ravi. L'objet de son bon plaisir vient de Laurent Nunez, le préfet de Paris, qui nous informe qu'il compte faire interdire une marche féministe de nuit à Paris ce vendredi 7 mars. Ce serait une décision absolument inédite dans l'histoire récente des mouvements féministes en France. Pourtant, à première vue, rien de neuf sous le soleil. Il s'agit d'une déambulation traditionnelle qui a lieu tous les ans dans le cadre des mobilisations du 8 mars pour la Journée internationale des droits des femmes et des minorités de genre. Ce que ne digèrent pas les autorités cette année, c'est la présence de collectifs pro-palestiniens. Nunez raconte qu'il a transpiré en voyant passer sur les réseaux sociaux des appels à rejoindre la manif et former un cortège pour la libération de la Palestine, de la mer au Jourdain. Ces mots pour un droitard, c'est pire que de la kryptonite. Pour le préfet de Paris, ce slogan fait craindre, dans un contexte social et international particulièrement tendu, que des propos appelant à la haine et à la discrimination soient prononcés à l'occasion de la marche. C'est vrai que ce serait dommage de prendre un tel risque. Et c'est pour ça qu'il me semble nécessaire d'utiliser cette chronique pour prévenir le ministre Retailleau et le préfet Nunez que malgré l'opposition des collectifs organisateurs, l'extrême droite, dont le fonds de commerce est précisément la haine et la discrimination, compte s'incruster à la marche unitaire du 8 mars. On parle là notamment du collectif Némésis. Pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, Némésis, c'est un groupe identitaire d'extrême droite qui se prétend féministe, mais qui diffuse surtout un discours raciste. Nous sommes la génération sommée de se taire lorsque ces agresseurs ne plaisent pas à nous toutes, Oser le féminisme ou Caroline de Haas. Nous sommes la génération de Claire, violée par un centrafricain sous OQTF. Nous sommes la génération de Luna, petite Suédoise de 10 ans, suppliciée par un migrant dans un square et laissée pour morte. Nous sommes la génération des jeunes Anglaises blanches, prostituées en masse. Nous sommes la génération qui voit ses grands-mères violées dans des lits d'hôpitaux. Nous sommes la génération des femmes athlètes obligées de perdre face à des hommes voulant usurper nos places sur les podiums. Celle de Lola, des viols de masse de Cologne et tant d'autres. Celle du passé et celle de demain. Mais ne vous inquiétez pas, Retailleau, lui, il voit très bien qui c'est. Et il adore. Némésis, je voudrais féliciter les jeunes dames que j'ai vues. Voilà, bravo pour votre combat. Vous savez que j'en suis très proche. Et c'est inacceptable. Il adore, mais pas publiquement. Il est revenu quelques jours après sur ses propos quand il a appris que les militants de Némésis avaient embêté Valérie Pécresse. Je remets les choses au point, puisque quand ces jeunes femmes m'ont interpellé au milieu d'un feu roulant de questions, elles m'ont demandé et posé la question sur leur combat, qui est un combat contre l'islamisme, qui est un combat contre l'antisémitisme. Et bien sûr, je leur ai dit que je partageais ces combats, parce que c'est la vérité. En revanche, Némésis ne m'a rien dit sur le moment. J'ai vu après que c'était une association qui avait des positions très radicales, qui avait très brutalement d'ailleurs, par exemple, attaqué Valérie Pécresse, et je ne me sens pas du tout proche de cette association en tant que telle. J'ai répondu sur des combats qui me semblaient être des combats importants, en tout cas
que je mène depuis très longtemps. Faut le comprendre, Retailleau. Il a regardé vite fait, il a vu de l'islamophobie, du nationalisme. Il était à 2 doigts de prendre sa carte. Mais les plaintes pour incitation à la haine raciale déposées par plusieurs maires contre Némésis, ça fait un peu désordre pour un ministre de l'Intérieur obsédés par l'ordre. Leur méthode aussi d'ailleurs, puisque le collectif s'entoure généralement d'un service d'ordre particulièrement agressif, cagoulé et armé, composé des nervis de divers groupes d'extrême droite violents, comme la Cocarde, l'Action française ou le GUD. La présence de ce groupe raciste et réactionnaire à la marche du 8 mars n'est pas du tout tolérée par les collectifs organisateurs. Surtout qu'il y a désormais un précédent. Habituellement empêchées, elles sont parvenues à s'incruster pour la première fois en novembre dernier à la marche du collectif Nous Toutes en prenant de court les orgas. Malgré l'opposition, elles ont finalement défilé, encadrées par les forces de l'ordre, aux côtés d'un autre collectif peu accepté au sein du mouvement féministe. Nous vivrons, un collectif pro-israélien qui lutte contre l'antisémitisme depuis le 7 octobre. Cette incruste avait créé pas mal de tensions au sein du cortège. Dans Street Press, on apprenait d'ailleurs que la préfecture avait été prévenue de la venue de ces 2 groupes, mais n'en avait pas informé les organisatrices de l'événement. Pour le 8 mars, pas question de se faire avoir à nouveau. Les organisatrices de la grève féministe préviennent « on ne démarrera pas si elles sont là ». Les militantes de Némésis auraient pu s'en douter si elles avaient pris la peine de lire l'appel unitaire de la grève féministe qui commence par ces mots « Avec les femmes du monde entier, pour les droits des femmes, tout en grève féministe et en manifestation. Stop à l'extrême droite, à la droite réactionnaire, au gouvernement et à sa politique libérale et autoritaire. » Que Retailleau et Nunez se le tiennent pour dit. Et si c'est pas assez clair, nous vous encourageons à porter ce message haut dans vos luttes, qu'elles aient lieu le 8 mars ou à une autre date. Actualité nationale toujours, on retrouve mes collègues Amina Kalash et Andrei Manivit au tribunal correctionnel de Paris pour suivre le procès de 7 internautes poursuivis pour des menaces de mort à l'encontre de Thomas Joly, le directeur artistique des Jeux Olympiques de Paris. C'est un procès emblématique pour cyberharcèlement. Ce mercredi, 7 personnes comparaissent à Paris, au tribunal de Paris, pour des menaces de mort, injures homophobes et antisémites contre Thomas Joly, maître des cérémonies des JO de 2024. Une affaire prise très au sérieux par la justice française. Des précédents sévèrement sanctionnés. En février, 3 hommes ont été condamnés jusqu'à 12 mois de prison pour le cyberharcèlement de la streameuse Ultia. D'autres personnalités comme Ebony de la Star Academy ou encore Miss France 2025 ont aussi été victimes de ces cyberharcèlements. Ce mercredi, c'était 6 hommes et une femme nés entre 1993 et 1945. Pour la plus âgée, les prévenus sont accusés d'avoir envoyé des centaines de messages violents, insultes, menaces de mort, références antisémites et transphobes. Parmi les propos reprochés, corde plus coup est égal réparation de ton acte immonde, je cite, ou encore, je cite, ce jeune gay se moque de millions de chrétiens. Thomas Joly a porté plainte le 30 juillet dernier après un déferlement de haine en ligne lié à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. On écoute Maître Capsi, un des avocats des prévenus. Les faits reprochés à mon client sont une contravention de 5e classe qui est constituée par une injure non publique en raison de l'orientation sexuelle de la victime. Et la deuxième infraction, c'est un délit, celui de harcèlement commis par les réseaux de façon réitérée. Lui, comme les autres, a réagi un peu à chaud sur un tableau qui a heurté sa sensibilité, à la fois personnelle, morale et peut-être un peu aussi, il faut le dire, religieuse. Alors c'est le tableau relatif à la festivité qui pourrait, alors personne n'est d'accord sur ce point, mais reprendre évidemment une représentation de la scène telle que peinte au XVe siècle par Léonard de Vinci, puis par un autre peintre hollandais au XVIIe siècle. La justice veut frapper fort. Les accusés sont issus de milieux très variés, certains même proches de mouvances extrémistes. L'enquête a révélé des méthodes de dissimulation, comptes anonymes, suppression de messages, identités multiples. Thomas Joly, lui, a subi une dégradation de sa santé avec une ITT de 5 jours. Ce procès met donc en lumière la répression du cyberharcèlement, un fléau grandissant. On passe désormais à l'actualité internationale résumée par Baptiste Lépiné. Aux États-Unis, Trump a fait son premier discours devant le Congrès. Une allocution aux accents « va-t-en-guerre ». America is back. Voici le mot d'ordre de Donald Trump, martelé pendant son discours de plus d'1h40 devant le Congrès, acquis à sa cause.
Le président a confirmé sa guerre commerciale avec le Canada et le Mexique, tout en admettant qu'elle pourrait engendrer quelques perturbations pour l'économie américaine. Il a confirmé Elon Musk dans ses fonctions et a aussi repris sa marotte présentée comme anti-woke, mais qui s'attaque en réalité aux minorités. Nous avons supprimé le poison qu'est la théorie critique de la race dans les écoles publiques. Et j'ai signé un décret qui stipule que dans les politiques menées par l'État fédéral, il y a seulement 2 genres, hommes et femmes. Sur le plan international, il a fait part de ses volontés impérialistes sur le Groenland et le Panama. J'ai un message ce soir pour tous les habitants du Groenland. Nous soutenons avec force votre droit à déterminer votre propre futur. Et si vous le souhaitez, nous vous souhaitons la bienvenue au sein des États-Unis d'Amérique. Et a indiqué que Zelensky était prêt à négocier avec la Russie et à signer un accord sur les minerais. Pour le député texan Al Green, qui s'est fait expulser pour protestation, les démocrates doivent agir. Il est en train d'envoyer le message qu'il se considère au-dessus des lois. Je pense que nous devons agir aussi vite et aussi sérieusement que possible pour l'empêcher de devenir un dictateur. À Gaza, les pays arabes se mobilisent pour la reconstruction de l'enclave palestinienne avec un plan à 53 milliards de dollars. Les pays arabes proposent un plan pour Gaza. En réponse à la volonté trumpienne d'une côte d'Azur du Moyen-Orient, les pays de la Ligue arabe, réunis au Caire mardi, ont adopté un plan de 53 milliards de dollars pour la reconstruction du territoire avec l'appui de l'ONU. Gaza doit rester une partie intégrante d'un État palestinien indépendant, démocratique et souverain, sans réduction de son territoire ni transfert forcé de sa population. Les grandes lignes sont l'absence de déplacement de population et l'unification des Palestiniens sous le parapluie de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, dont le Hamas ne fait pas partie. Mais ils ont néanmoins salué ce plan. Pour soutenir cette transition, le projet prévoit que l'Égypte et la Jordanie forment les forces de sécurité palestiniennes pour les préparer au maintien de l'ordre à Gaza. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Continuez à nous soutenir, abonnez-vous à partir de 5 € par mois ou devenez même sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7, pour ne rien louper de nos nouveaux programmes. Très bonne soirée sur Le Média.